Floride. Tout est réuni pour vivre sous les tropiques. Beau temps, brise douce, moustiques, dolines, sans oublier les assurances qui vous facturent plus que votre prêt immobilier. Il s'avère qu'il y a beaucoup de choses sur l'état ensoleillé qui ne figurent pas vraiment dans la brochure. Voici la vérité sur la vie en Floride dont personne ne parle. Tout d'abord, parlons de l'eau. Et je ne parle pas des étendues d'eau qui entourent l'état, mais bien de celle qui sort du robinet. Dans plusieurs régions de Floride, l'eau peut avoir un goût et une odeur inhabituels. Comme vous vivez dans une région chaude et humide, vous en aurez besoin en grande quantité. Le problème provient souvent de la forte teneur en soufre de l'eau de l'état, qui lui donne une odeur d'œuf pourri. La situation paraît surtout grave à Orlando et dans le centre de la Floride. Bien qu'elle soit potable, l'odeur est tellement désagréable pour certains habitants qu'ils finissent pour alors par acheter de grandes quantités d'eau en bouteilles ou doivent installer un système de filtration d'eau coûteux. Plus de 90% de l'eau en Floride provient des aquifères souterrains. L'état est principalement constitué de calcaire riche en minéraux soufrés. Cela réagit avec la matière organique ou l'eau souterraine pour produire du sulfure d'hydrogène gazeux. Cela n'aide pas que de nombreux comtés de Floride n'ont pas modernisé leurs infrastructures d'eau vieillissantes depuis des décennies, ce qui augmente le risque que des contaminants environnementaux s'infiltrent dans l'approvisionnement en eau. Pour contrer cela, certains comtés du centre de la Floride utilisent beaucoup de chlore pour assainir l'eau, ce qui provoque également une odeur ou un goût assez désagréable. Mais bon, au moins vous vivez dans un bel état avec tant d'attractions touristiques. Disney World, Miami Beach, voir le Daytona 500, puis faire la fête près de l'eau. Et vous savez qui d'autre sera là ? Tout le monde. Une grande partie de la population au nord de la ligne Mason-Dixon débarque en Floride chaque hiver pour faire une pause après avoir pelleté la neige et glissé sur la glace. En 2014, la Floride, avec 23,4 millions d'habitants, a accueilli 97 millions de visiteurs. En 2024, 10 ans plus tard, 143 millions de touristes ont visité la Floride, principalement des Américains, établissant un record annuel de visiteurs dans l'état ensoleillé. C'est une augmentation de près de 50% du tourisme en seulement une décennie, et cela ne montre aucun signe de ralentissement. Sans parler du fait que chaque région de la Floride a ses propres problèmes liés au tourisme. Est-ce que tu vis dans la région métropolitaine d'Orlando ? Tu pourrais envisager de passer chaque vacances scolaires très loin, pour éviter la foule de familles qui rendront ta vie quotidienne et tes trajets insupportables. Que dirais-tu de vivre près de la plage de Clearwater ou Daytona Beach ? Profite du défilé constant d'adolescents imbibés d'alcool pendant les vacances de printemps. Ah, tu es à Miami ? Comment sont les prix de l'immobilier maintenant que la moitié des enfants de riches d'Europe et d'Amérique latine ont acheté des appartements et des propriétés ? La réponse n'est pas bonne, mais nous verrons à quel point les prix sont mauvais plus tard dans la vidéo. Et l'autre chose que tout ce tourisme apporte, bien sûr, c'est énormément de circulation. Si vous avez déjà conduit en Floride, vous pensez peut-être que les conducteurs y sont très mauvais. Et ce n'est pas qu'une impression. Beaucoup d'entre eux ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Les Floridiens locaux vous le diront, ou l'écriront abondamment en ligne, que leurs examens de conduite sont plus ou moins ridiculement faciles à réussir. Des apprentis conducteurs affirment ne jamais avoir quitté le parking du DMV lors de leur examen. Comme vous pouvez l'imaginer, ce genre d'apprentissage ne se traduit pas très bien dans la conduite réelle. Les conducteurs de Floride sont si mauvais que des études statistiques l'ont confirmé. Un rapport de Clever a désigné Jacksonville comme la pire ville pour les conducteurs d'Amérique 2 années consécutives. En 2024, des 7 villes américaines aux pires conducteurs étaient en Floride. Tampa est 2e, Orlando 5e et Miami 7e. Jacksonville a eu 68% d'accidents mortels en plus que la moyenne urbaine américaine, avec 16,2 accidents mortels pour 100 000 habitants en 2024. Sans oublier que plus de 20% des habitants de la Floride ont plus de 65 ans. L'État attire des retraités du nord-est et de la côte est cherchant un climat chaud et des communautés sûres. Cependant, il est également bien connu que la vision et les réflexes diminuent avec l'âge. Donc les personnes âgées ont la réputation d'être, en moyenne, de moins bons conducteurs. Et, dans un registre pas totalement sans rapport, les tarifs d'assurance automobile en Floride sont exorbitants, tout comme l'assurance santé. Comme l'ont noté des chercheurs, la conduite en état d'ivresse et imprudente, responsable d'un fort taux d'accidents en Floride, ont rendu l'assurance auto inabordable. Les habitants de Jacksonville paient plus de $2700 par an
en assurance auto, soit environ 40% de plus que la moyenne. En cas d'accident, un autre problème se pose. En Floride, seulement 73,3% des conducteurs sont assurés, ce qui en fait l'état le moins couvert des États-Unis. Si vous pensez prendre un vélo, réfléchissez-y bien. Les conducteurs de Miami ont causé 0,8 collisions mortelles avec des cyclistes pour 100 000 habitants, soit le deuxième taux le plus bas de l'État après Tampa, où les conducteurs ont tué 1,3 cyclistes pour 100 000 habitants, contre une moyenne nationale de 0,24 pour 100 000. Le problème, c'est qu'en Floride, vous n'avez pas vraiment d'autres moyens de transport. Même le Miami Herald a qualifié la Floride d'État que les transports en commun ont oublié. Le réseau de transport en commun de Miami est considéré comme le meilleur de l'État et occupe la 52e place sur 100 villes américaines. Et cela peut ne pas sembler si mauvais, jusqu'à ce que vous réalisiez que les transports en commun dans les villes américaines ne sont généralement pas les meilleurs. Et même Los Angeles, connu pour sa dépendance à la voiture, s'est classé 14e sur la même liste. Dans le reste de la Floride, Orlando est 56e, Jacksonville 61e, Tampa 98e et Saint-Pétersbourg 99e. Étant donné que Tampa est la 17e plus grande ville du pays, ce n'est pas un très bon classement. Le Tampa Bay Times a enquêté et révélé que Tampa est la seule des 20 plus grandes métropoles américaines à dépenser moins de 213 millions par an pour les transports publics. En fait, Tampa dépense nettement moins, soit 141 millions de dollars. Bridgeport, Connecticut et Buffalo, New York ont des budgets similaires, mais 1,5 million d'habitants en moins. Ainsi, les habitants de Floride doivent choisir entre dépenser pour l'essence, la voiture et l'assurance, ou passer de longues heures dans les bus chaque jour, si cette possibilité existe dans leur région. Après avoir affronté les mauvais conducteurs et les embouteillages, vous pouvez vous détendre sur la magnifique côte de Floride, sauf si elle est enfermée à cause de la marée rouge, de déversement d'eau usée ou de la pollution. Oui, en fait, ça arrive assez souvent. Beaucoup pensent qu'habiter à moins de 30 miles de la côte de Floride, c'est passer son temps à bronzer et faire du surf. La plupart des Floridiens ne vont presque jamais à la plage parce que c'est trop compliqué. Et parfois les plages ne sont même pas ouvertes. La marée rouge est le résultat de la prolifération d'algues dans la mer. Non seulement elles peuvent décolorer l'eau, mais elles sont aussi dangereuses pour les personnes qui s'y baignent. Le golfe abrite plus de 50 espèces responsables de marées rouges, dont la plus fréquente est l'algue Carinia brevis. La marée rouge peut durer 3 à 5 mois, avec plusieurs semaines potentiellement dangereuses pour les nageurs. Le contact avec ces proliférations d'algues peut provoquer des irritations oculaires, respiratoires et exposer à des poissons morts lors de la baignade. Bien sûr, il existe une option encore pire, que les plages présentent des niveaux dangereux de bactéries et de pollution, mais restent ouvertes. L'Amérique a testé 244 plages en Floride en 2022 et a découvert qu'un impressionnant 70% d'entre elles présentaient des niveaux dangereux de bactéries indicatrices fécales lors d'au moins un test. La majorité n'ont pas été fermées. Mais pourquoi les plages resteraient-elles ouvertes au public ? Eh bien, parce que dans des endroits comme le comté de Lee, le service local de santé ne croit pas à la fermeture des plages. Tammy Solis a précisé que la décision de laisser les plages ouvertes revient aux gestionnaires locaux, même s'ils ne sont pas des services de santé. Sans parler du fait que le taux de fermeture de plage ou de pollution ne va qu'augmenter, car la qualité de l'eau autour de la Floride a atteint son niveau le plus bas de tous les temps. Lorsque les lamantins et les poissons commencent à mourir en masse, certains habitants inquiets de la Floride ont décidé de découvrir ce qui se passait dans les eaux autour de leur état. Des journalistes du Tampa Bay Times ont analysé les voies navigables de l'État et constaté qu'au moins la moitié avaient vu leur pollution augmenter en 20 ans, tandis que d'autres n'avaient pas progressé. Un autre problème, tant pour la faune que pour les futurs baigneurs, est l'augmentation de la température des mers. En juillet 2023, un capteur de température de l'eau à Manatee Bay a enregistré une température de 101,1 degrés Fahrenheit, soit 38,3 degrés Celsius dans l'eau. Non seulement cela crée des conditions horribles pour la vie marine, mais ce n'est pas vraiment idéal si l'on veut se rafraîchir après une autre journée d'été étouffante en Floride. Comment les Floridiens, et vous si vous y vivez, décompressent-ils sans profiter de la plage ? Eh bien, si les histoires sont vraies, en faisant des choses qui les font arrêter. Pour être honnête, ce n'est pas exact.
Beaucoup de gens dans d'autres États font aussi des choses douteuses qui leur causent des ennuis avec la justice. Mais il se passe quelque chose d'unique dans l'État ensoleillé, car la Floride a effectivement un taux d'incarcération élevé pour commencer. Selon le Prison Policy Initiative, 157 000 personnes sont incarcérées et environ 350 000 passent chaque année par les prisons locales. Cela donne à la Floride un taux d'incarcération de 795 pour 100 000 habitants, bien au-dessus de la moyenne américaine de 614 pour 100 000 habitants. Ce qui, pour être clair, est déjà un taux très élevé parmi les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique. Pourtant, cela n'explique pas vraiment l'héritage de Florida Man. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si vous faites quelque chose de stupide sous l'emprise de l'alcool et que vous vous faites arrêter pour cela en Floride, il y a de fortes chances que le monde entier en entende parler. C'est parce que la Floride a ce qu'on appelle la loi Sunshine, qui donne aux membres de la presse un accès facile à des dossiers détaillés concernant les arrestations. Les médias peuvent publier aussitôt nom, photos d'identité judiciaire et détails sur les motifs d'une arrestation. Cependant, d'autres États ont ces lois. Donc un autre facteur doit contribuer à la légende de l'homme de Floride. Peut-être deviennent-ils lentement fous à force de subir sans cesse un afflux écrasant d'insectes. Les moustiques sont principalement attirés par les endroits chauds et humides avec de l'eau stagnante, ce qui décrit presque tout l'État. Donc, peu importe où vous vivez en Floride, et peu importe à quel point vous gardez votre maison propre, il est presque impossible d'éviter ces deux nuisibles. Les conditions humides qui règnent dans l'État créent également une sorte de paradis pour les cafards et les insectes similaires aux cafards, appelés principalement palmetto bugs, dans toute la Floride. En ce qui concerne les moustiques, ils ne sont pas seulement agaçants. Beaucoup d'entre eux sont également porteurs de maladies comme le virus du Nil occidental et l'encéphalite équine de l'Est, qui peuvent vous être transmises s'ils vous piquent. Parmi les 80 espèces de moustiques présentes dans l'État, au moins un quart d'entre elles ont le potentiel de transmettre des maladies. Les gens pensent généralement à l'Australie comme à la Terre, qui abrite des dizaines d'espèces capables de vous tuer, mais la Floride n'est pas loin derrière. Un fait intéressant sur cet État, le parc national des Everglades est le seul lieu mondial où alligators et crocodiles cohabitent. Et si vous pensez pouvoir distancer un alligator en colère, détrompez-vous. Ils peuvent sprinter à 56 km/h, et il n'y a pas que les créatures des marais qui peuvent vous attraper. La Floride a des serpents venimeux, des poissons toxiques, les insectes horribles mentionnés plus tôt qui vous harcèleront jour et nuit, voire vous infecteront carrément, et pour couronner le tout, des amibes mangeuses de cerveau. C'est le climat subtropical qui règne dans la majeure partie de la Floride qui attire tous ces insectes et bestioles. L'État abrite plus de 40 espèces de serpents, dont quelques-unes venimeuses, assez pour finir à l'hôpital. Et si vous avez des animaux de compagnie, vous devrez faire attention aux crapauds buffos. Cette espèce invasive s'est répandue en Floride et menace les animaux de compagnie, car elle sécrète une toxine facilement accessible à ceux qui s'en approchent, voyant. Sans parler du fait que la toxine peut être mortelle pour les chats et les chiens en seulement quelques minutes. C'est pourquoi, en Floride, il vaut mieux éviter de s'approcher de l'eau dont on ne peut pas voir le fond. La bonne nouvelle, c'est que vous ne voudrez sans doute pas sortir pour croiser ces animaux, car la plupart des gens déménagent en Floride pour la chaleur, souvent étouffante toute l'année. Comme le dit un habitant local de la Floride, la chaleur est insupportable pendant 3 mois de l'année, et inconfortable pendant 6 mois. L'État a des températures maximales moyennes autour de 24 degrés en hiver, et autour de 33 degrés en été. Même si cela ne semble pas trop mauvais, gardez à l'esprit que la Floride est l'État le plus humide du pays. L'humidité varie généralement entre 60 et 90% tout au long de l'année, descendant rarement en dessous de cette plage pendant longtemps. Et l'humidité fait une énorme différence, non seulement sur la façon dont vous ressentez la chaleur, mais aussi sur vos risques de déshydratation ou de coups de chaleur. Bien plus que ce que la plupart imaginent. Par exemple, s'il fait 90 degrés Fahrenheit, soit 32 degrés Celsius dehors, mais que l'humidité est de 10%, votre corps aura l'impression qu'il fait 85 degrés Fahrenheit. Quand il fait 90 degrés Fahrenheit dehors, avec 80% d'humidité, on ressent 113 degrés Fahrenheit. Pourtant, beaucoup imaginent les étés en Floride comme chauds, ensoleillés et idéaux pour la plage. En réalité, même si la Floride compte en moyenne 237 jours de soleil par an, quand il pleut des cordes.
Et cela se produit principalement en été. De la mi-mai à la mi-octobre, la Floride connaît une saison des pluies intenses, avec des orages qui éclatera souvent l'après-midi ou le soir, surtout dans le sud de la Floride. Certaines régions de l'État reçoivent entre 18 et 20 cm de pluie par mois pendant cette période, et vous pouvez vous attendre à 70 à 100 orages par an. C'est l'État qui reçoit le plus d'orages du pays. Dans le centre de la Floride, cela crée un autre problème intéressant. La zone entre Tampa et Titusville s'appelle Lightning Alley, pour les raisons évidentes auxquelles vous pensez. Il y a ici plus de coups de foudre qu'ailleurs dans le pays. La Floride détient le record de morts par foudre aux États-Unis, avec 50 décès entre 2015 et 2024. Vu la rareté des décès dus à la foudre, ce chiffre est assez élevé. Vous pourriez rencontrer des moustiques et cafards gros comme des balles de golf et une chaleur étouffante, mais vivre en Floride offre au moins un excellent avantage financier. Pas d'impôt sur le revenu d'État. Cela dit, vous avez à la place une taxe de vente relativement élevée, ainsi que certains coûts cachés et horribles auxquels vous n'avez peut-être pas pensé. Ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous expliquer. Le taux de la taxe d'État en Floride est de 6%, inférieur à celui de la Californie, 7,25%, mais il reste parmi les plus élevés des États américains. En ajoutant le taux de taxe locale maximal de 2% et son application, le taux moyen de taxe de vente à l'échelle de l'État atteint 6,948%. D'accord, ce n'est pas le meilleur, mais c'est quelque chose avec lequel vous pouvez composer. Ne vous inquiétez pas, de nombreux autres coûts cachés surprenants vous attendent, en plus des primes d'assurance auto déjà très élevées. Comme votre assurance habitation. Dans le meilleur des cas, si vous vivez près de la côte de Floride, vous obtiendrez une assurance habitation à des tarifs extrêmement élevés. En mai 2025, Bankrate.com a constaté que la Floride avait les deuxièmes coûts d'assurance habitation les plus élevés du pays, avec une prime d'assurance moyenne plus de 2 fois supérieure à la moyenne nationale. Pour une maison de 300 000 $, l'Américain moyen paiera environ 2300 $ d'assurance, tandis que le Floridien moyen paiera un peu plus de 5400 $. Selon l'Insurance Information Institute, le coût moyen de l'assurance habitation en Floride est monté à 6 000 $ par an, ce qui est non seulement presque 3 fois ce que le reste du pays paie, mais aussi 3 fois ce que les Floridiens eux-mêmes payaient en 2018, il y a seulement 7 ans. Dans des régions où le logement est cher et l'exposition aux catastrophes naturelles élevées, les coûts moyens sont plus élevés, comme à West Palm Beach, avec près de 8 400 $ par an. Le logement que vous proposez est-il au moins abordable ? Eh bien, oui et non. Les prix ont d'abord explosé, puis ils baissent maintenant. Mais pour des raisons qui ne sont pas de bon augure si vous cherchez à investir dans un logement. En 2025, une maison en Floride vaut en moyenne 389 000 $, soit 109%, du prix moyen national, dont légèrement au-dessus de la moyenne. Mais après un petit boom pendant la pandémie, lorsque beaucoup de gens sont passés au télétravail et ont décidé de tenter l'expérience de la vie en Floride, le marché s'est de nouveau refroidi, et plus rapidement que prévu. Le prix de vente médian d'une maison en Floride en 2025 par rapport à 2024 est en baisse de 2%, selon Redfin. Plus inquiétant encore, le nombre de maisons vendues à cette période de l'année par rapport à l'année dernière est tombé à près de 34 000 au total, ce qui représente une baisse de 12,6% des ventes de maisons par rapport à 2024. Cela s'explique en partie par la hausse des coûts de l'assurance habitation. L'autre raison est la peur grandissante des Floridiens et de personnes d'autres États de bientôt ne plus pouvoir obtenir d'assurance, rendant leur maison plus vulnérable aux catastrophes météorologiques. Ce n'est pas un hasard si les deux marchés les plus touchés, Punta Gordo qui a connu une baisse de 7,3% des prix de l'immobilier et Cap Coral qui a connu une baisse de 5,3% des prix de l'immobilier, sont tous deux des endroits qui ont été durement frappés par l'ouragan Ian en 2022. L'ouragan a causé entre 60 et 117 milliards de dollars de dégâts dans le sud-ouest de la Floride. Pour beaucoup d'ouvriers et de classe moyenne, les coûts de réparation et la hausse des primes d'assurance ont ôté toute envie de rester dans la région. Si vous décidez d'investir dans l'immobilier relativement abordable en Floride, vous devez prendre de nombreuses précautions liées aux catastrophes, comme protéger votre maison contre les tempêtes, et cela n'est pas donné.
Mettre en place de solides protections contre les ouragans peut représenter jusqu'à 15 à 20% du coût total de la maison. Installer des fenêtres anti-ouragan coûtera au moins 12 000 à 18 000 $. Un système de volets coûte entre 3 000 et 6 000 $. Une porte de garage résistante aux ouragans peut coûter jusqu'à 9 000 $. Ce ne sont que quelques exemples de ce dont vous aurez besoin. Vous devrez aussi faire attention à des éléments auxquels vous n'aviez peut-être jamais pensé, comme acheter en zone inondable ou la présence de dolines. Abordons d'abord les questions des zones inondables. Vérifiez toujours la zone où se situe la maison que vous souhaitez acheter. Dans les zones côtières A, les inondations proviennent des ondes de tempête liées aux ouragans. Dans les zones V, elles sont causées par les vagues générées par ces ouragans. La zone inondable A indique que votre maison risque d'être inondée par des rivières ou plans d'eau. Les zones marquées A ou V présentent les plus grands risques d'inondation. Mais que se passe-t-il si vous trouvez la maison de vos rêves ici et que vous devez absolument l'acheter ? Eh bien, il vaudra mieux débourser beaucoup d'argent pour une assurance contre les inondations, car non seulement vous en aurez besoin pour l'avenir, mais elle sera absolument nécessaire pour votre prêt immobilier. Les propriétés en zone inondable doivent légalement être assurées contre les inondations, exigence des prêteurs avant d'approuver un prêt immobilier. Cela peut aussi influencer le coût de l'emprunt. Pour être clair, même si vous n'êtes pas obligé d'avoir une assurance contre les inondations parce que vous êtes dans une zone à risque légèrement inférieure mais toujours près de la côte, vous devriez probablement en souscrire une quand même. Et cela ajoute un coût énorme, car l'assurance contre les inondations en Floride est souvent vendue séparément de votre assurance habitation déjà très chère. Parce que, comme dans la plupart des États, la catastrophe la plus susceptible de toucher votre propriété est celle contre laquelle les compagnies ne vous assureront pas, à moins que vous ne payiez un supplément. Le coût moyen de l'assurance inondation en Floride est d'environ 792 $ par an, mais ce montant varie fortement selon le risque de votre emplacement. Certains propriétaires paient seulement 450 $ par an, tandis que d'autres déboursent jusqu'à 3500 $ juste pour rester couverts en cas de catastrophe. Le pire dans le fait de payer autant pour toutes ces assurances, vous pourriez même ne rien obtenir. Selon Waste Ratings, en 2023 et 2024, les trois principaux assureurs de Floride, Castle Key Indemnity, State Farm et Castle Key Insurance, ont refusé près de la moitié des demandes d'indemnisation pour dommages. Beaucoup de compagnies d'assurance quittent carrément l'État, ce qui réduit encore plus la concurrence et permet aux rares compagnies restantes d'imposer des primes encore plus élevées. À mesure que les catastrophes naturelles deviennent chaque année plus destructrices, les coûts de l'assurance en Floride augmentent rapidement. Dans les années 2020, l'État connaît environ 4 milliards de catastrophes par an, contre seulement une par an dans les années 1980. Et ce n'est pas seulement dû à l'inflation. À mesure que les risques augmentent, les primes aussi, et on s'attend à ce qu'elles continuent d'augmenter. Et ça ne s'arrête pas là. La réassurance, l'assurance des assureurs, devient également plus coûteuse. En raison de la hausse des risques en Floride, surtout dans les zones côtières, ces coûts plus élevés sont directement répercutés sur les propriétaires. Comme si tous ces problèmes liés à l'eau ne suffisaient pas, le sol pourrait littéralement engloutir votre maison. Ou du moins, une partie de celle-ci. La Floride repose principalement sur une fondation de calcaire très sujette aux dolines. Certains acheteurs recherchent même des propriétés où des dolines ont été réparées, pensant que le sol risque moins de s'effondrer. Abordons les services publics. Même si le prix de l'électricité est plus bas en Floride que dans le reste des États-Unis, en moyenne, les habitants paient tout de même environ 272 $ par mois pour l'électricité. C'est 33% de plus que la moyenne nationale, soit près de 3300 $ de frais annuels. Ces coûts supplémentaires du logement pourraient expliquer pourquoi la Floride est actuellement 3e ou 4e pour le sans-abrisme aux États-Unis, selon l'année, au coude à coude avec l'État de Washington, avec plus de 31 000 personnes à la rue. Cela dit, le coût de la vie en Floride n'est toujours pas aussi élevé que dans des États comme New York et la Californie. La différence, c'est que New York et la Californie, surtout leur grande zone métropolitaine, offrent généralement bien plus de potentiel de revenus. Une comparaison du coût de la vie a révélé que la Californie, une autre destination ensoleillée et côtière, est environ 23,5% plus chère que la Floride, principalement en raison des coûts du logement et des transports. D'après World Population Review,
Le revenu médian d'une personne seule en Californie dépasse de plus de 27% celui de la Floride. Environ 50 200 $ contre 39 400 $. Une autre mesure indique un revenu médian de près de 84 000 $ en Californie contre 62 000 en Floride, soit un revenu californien environ 36%, supérieur à celui d'un Floridien. Selon l'United States Census Bureau, la Floride a également un taux de pauvreté plus élevé que la Californie, avec 13,1% contre 12,3%. Et cela peut s'expliquer par le fait que même si la Floride a la réputation d'être un État à faible fiscalité, cela concerne surtout les Floridiens à haut revenu. Les ouvriers floridiens bénéficient rarement d'avantages ou d'allègements. C'est peut-être pour cela que la Floride a la 49e pire inégalité de revenus parmi les États américains, juste derrière New York. Cela s'explique surtout par le passage de la Floride de l'impôt sur le revenu à diverses taxes d'accise, essence, alcool, tabac, et à une taxe sur les ventes. L'État tire 80% de ses recettes fiscales d'une combinaison de ces deux groupes de taxes. De nombreuses industries clés en Floride, comme le tourisme, proposent souvent des emplois peu payés. Au troisième trimestre 2020, le Bureau des statistiques du travail a noté que les salaires hebdomadaires moyens dans les 25 plus grands comtés de Floride étaient sous la moyenne nationale. N'oublions pas que la Floride applique le droit au travail. Cela a fortement réduit le pouvoir des syndicats de négocier de meilleurs salaires et conditions. Ajoutez à cela des protections des travailleurs déjà limitées, et cela crée un environnement où les entreprises peuvent se permettre de nombreuses pratiques douteuses pour réduire leurs obligations envers les employés. La loi de Floride n'oblige pas les employeurs à accorder des pauses à leurs employés adultes, y compris pour le déjeuner ou le café. Elle n'oblige pas non plus les employeurs à accorder des congés payés, des vacances ou même des congés maladie. Maintenant, beaucoup d'employeurs choisissent de le faire pour attirer des employés, mais certains ne le font pas, car ils préfèrent garder des profits élevés et des employés malheureux. En plus du manque de réglementation de base sur le travail, la Floride n'offre aucune protection à ses travailleurs concernant l'un des problèmes les plus fondamentaux de l'État, la chaleur. Près de 2 millions de Floridiens travaillent en dehors dans la construction, l'agriculture ou l'assainissement, alors que d'autres États, très ensoleillés, offrent à leurs travailleurs de l'ombre, de l'eau et des pauses fréquentes. Mais la Floride n'a non seulement aucune protection, mais en 2024, le gouverneur Ron DeSantis a en fait approuvé une loi qui interdit aux comtés et aux villes de Floride d'imposer de telles protections. La loi a été adoptée après que Miami-Dade a envisagé d'accorder une pause et une protection contre la chaleur à ses travailleurs extérieurs. Le manque de sécurité pour les travailleurs fait partie de ce qui contribue au faible classement de la Floride en matière de sécurité personnelle, selon Wallet Hub, numéro 46 sur 50 États. Elle est aussi mal classée pour la sécurité routière et encore pire pour la sécurité financière, car les salaires ne suivent pas le coût de la vie. Le problème des salaires est encore pire que d'habitude lorsqu'il s'agit d'un domaine en particulier. Le système éducatif de la Floride présente de nombreux problèmes, dont certains découlent du fait que les enseignants sont payés à des salaires scandaleusement bas, même selon les normes de la Floride. En Floride, les enseignants sont les moins bien payés, après ceux de Virginie occidentale, parmi tous les États américains, et Washington District de Columbia. La Floride se situe juste après le Dakota du Sud et le Mississippi, dont le coût de la vie est bien plus bas. Selon l'Association nationale de l'éducation, le salaire moyen d'un enseignant en Floride est légèrement supérieur à 53 000 $, ce qui est inférieur au salaire médian de 63 000 $. Sans surprise, sauf pour les responsables publics de Floride, cela a causé une grave pénurie d'enseignants dans l'État. En janvier 2025, près de 3200 postes d'enseignants étaient vacants en Floride à mi-année scolaire. Et certains des postes pourvus n'ont pas vraiment été attribués aux personnes les plus qualifiées. Par rapport à l'année scolaire 2023-2024, le nombre de cours assurés par des enseignants non certifiés, stagiaires, internationaux ou remplaçants à long terme a augmenté de 16% en 2024-2025. Au moins 600 postes d'enseignants à temps plein ont été attribués à des remplaçants semi-permanents. La Floride reste parmi les 10 derniers États pour le ratio élèves-enseignants, se classant 30e sur 50 ces dernières années.
L'enseignant moyen en Floride doit s'occuper de 17 élèves, et certains en ont bien plus. Selon United States News World Report, la Floride est première aux États-Unis pour l'enseignement supérieur. Mais cela ne raconte pas toute l'histoire. Certaines universités performantes ont amélioré le classement, sans refléter les conditions du système scolaire public de Floride. Compte tenu des nombreuses critiques du système de classement, dont des allégations de paiement pour de meilleurs rangs, la situation devient encore plus floue. Car si l'on observe les résultats réels des élèves chez leurs tests, la réalité de l'éducation en Floride est bien moins impressionnante. En 2024, le score moyen au Scholastic Assessment Test en Floride était de 948 ce test, servant à l'admission universitaire aux États-Unis. C'est 76 points de moins que la moyenne nationale au Scholastic Assessment Test, ce qui place la Floride au 47e rang du pays, pour les résultats au Scholastic Assessment Test, à égalité avec le Delaware. À cause de cela, de plus en plus de résidents de Floride se tournent vers les chèques scolaires, qui offrent à la famille moyenne un chèque de 8 000 $ à utiliser pour que leur enfant fréquente une école privée plutôt que leur école publique locale. Cependant, cela détourne aussi davantage de fonds des écoles publiques sur le long terme, dégrade le système éducatif de Floride et complique la situation de nombreux élèves restant dans ces écoles. Bien sûr, tous ces problèmes semblent secondaires lorsqu'on est confronté à une menace beaucoup moins réversible et réparable, la montée du niveau de la mer en Floride. Des grandes villes comme Miami connaissent des inondations de plus en plus fréquentes et graves depuis quelques décennies, et le problème ne cesse de s'aggraver. Le National Sea Level Explorer indique que le niveau de la mer en Floride a augmenté de 18 cm depuis les années 1970 jusqu'en 2025 et pourrait encore monter de 23 cm entre 2020 et 2050. Le rythme d'élévation du niveau de la mer s'accélère. 17 pouces, soit 43 cm, peuvent sembler peu, sauf si vous êtes allé en Floride, l'état le plus plat et bas des États-Unis, où quelques dizaines de centimètres d'eau suffiraient à submerger la moitié des côtes. Certaines organisations comme la National Oceanic and Atmospheric Administration avertissent que si les pires prévisions climatiques se confirment, la Floride pourrait être submergée. Une élévation du niveau de la mer de 6 pieds d'ici 2100 pourrait laisser des zones comme les Keys, Miami Beach, Cape Coral et certaines parties de Fort Lauderdale en permanence sous l'eau, ou, au minimum, exposées à des inondations chroniques et extrêmes. La vérité, c'est que le charme subtropical de la Floride peut attirer les touristes et les retraités, mais la vie là-bas raconte une toute autre histoire. Avec la hausse du coût de la vie, les préoccupations climatiques et un système éducatif en déclin, l'état du soleil pourrait commencer à s'assombrir. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MathPack.